La pièce sentait l'arrogance. L'eau de Cologne, les fauteuils en cuir et le sentiment de supériorité des nantis. Je suis entré pile à l'heure. Ni en avance, ni en retard. Juste assez invisible pour qu'ils croient que je n'étais personne. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Mes talons résonnaient contre le sol en marbre alors que j'entrais dans la salle du conseil d'administration de Kesley Dynamics, une entreprise réputée pour son conseil d'administration impitoyable et son président-directeur général encore plus cruel. Je portais un simple blazer noir, mes cheveux étaient attachés avec soin, pas de bijoux tape à accent grave-l'œil, juste un presse-papier dans une main et le calme de quelqu'un habitué à être ignoré. La réunion va commencer, aboya une voix derrière moi, empreinte de supériorité. Vous êtes perdu, ma jolie? Je me suis légèrement tourné. Garrett Langston, vice-président du développement de produits, était affalé dans son fauteuil comme si l'endroit lui appartenait. Ses cheveux étaient trop gominés, sa Rolex trop serrée, et sa bouche juste un peu trop assurée. Avant que je puisse parler, il a claqué des doigts. A claqué des doigts. Soyez un amour et allez nous chercher du café, voulez-vous? Sans crème, 3 sucres. Vous devriez vous dépêcher. La réunion commence dans 2 minutes. La salle gloussa. Pas un rire franc. Non, c'était pire que ça. C'était le genre de rire suffisant. Le genre qui dit, nous savons exactement où est votre place, dans le coin, la bouche fermée, à prendre des notes ou à apporter des boissons. J'ai esquissé un léger sourire. Non pas parce que j'étais humilié, mais parce que j'avais déjà vu cette pièce se jouer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais pas seulement là pour observer. J'étais l'observation. Mon père, Richard Monroe, le discret magnate du capital investissement qui avait discrètement acheté une participation de 41% dans Kesley Dynamics il y a 6 mois, m'avait envoyé non pas comme une investisseuse de l'ombre, non pas comme une stagiaire, mais comme un test. Il voulait voir jusqu'où la pourriture s'était installée avant de prendre le contrôle total. Et j'avais insisté pour être celle qui l'évaluerait, pour voir de mes propres yeux comment les gens que nous allions bientôt diriger traitaient ceux qu'ils pensaient sans pouvoir. Spoiler, pas très bien. Garrett se pencha de nouveau en avant, dévoilant des dents qui coûtaient probablement plus cher qu'une voiture d'occasion. Mieux vaut vous dépêcher, ma chérie. Plus vite que ça. Le président-directeur général, Charles Brennan, cheveux d'argent, assoiffé de pouvoir et aveuglé par son ego, entra enfin, frappant une fois dans ses mains. Allons-y, tout le monde. Pas de temps à perdre. Je me suis dirigé vers la machine à café juste pour les laisser s'installer. J'avais besoin qu'ils parlent sans savoir que j'écoutais. Je le jure devant Dieu, chuchota Garrett à l'homme à côté de lui, les ressources humaines nous envoient encore une de ces stagiaires pour le quota de diversité, sans cervelle. Je me casse. Oh, allez, répondit l'homme en ricanant. Au moins, elle est agréable à regarder. Elle ne sait probablement pas ce que signifie EBIT. J'ai versé le café lentement. 3 sucres, sans crème. J'ai pris mon temps. Ils discutaient déjà des licenciements comme s'ils réorganisaient des meubles. Un type a proposé de virer 20% du personnel du service client pour impressionner les actionnaires. Un autre voulait discrètement réduire les prestations de congé maternité pour diminuer les charges des ressources humaines. Ce n'étaient pas seulement des hommes d'affaires. C'étaient des lâches vêtus de costumes sur mesure. Je suis revenu. Au lieu de tendre le café à Garrett, je l'ai posé sur la table devant une chaise vide, la chaise en bout de table. Charles Brennan cligna des yeux. Excusez-moi. Mademoiselle, vous n'êtes pas à la bonne place. C'est la mienne. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai posé mon presse-papier. Non, monsieur Brennan, dis-je, d'une voix calme et claire. Cette place est la mienne maintenant. La pièce se figea. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Garrett avait l'air d'avoir avalé sa Rolex. J'ai sorti un document plié de mon presse-papier. À compter de 8 heures ce matin, les actions de contrôle de cette entreprise ont été consolidées sous Monroe Holdings. Cela signifie que mon père, Richard Monroe, est désormais l'investisseur majoritaire. J'ai fait une pause. Et ce matin, il m'a donné plein pouvoir par procuration, ce qui signifie que je ne suis pas seulement ici pour observer. Je suis ici pour diriger.
La mâchoire de Garrett s'est littéralement décrochée. Un des stagiaires s'étouffa avec son café. Et Charles Brennan, il a ri, jusqu'à ce que je pose la deuxième page sur la table, une lettre de licenciement à son nom. Signée, scellée, remise en main propre. Les 2 secondes suivantes s'étirèrent en une éternité. « Attendez une minute », tenta-t-il. Je l'ai interrompu d'une seule main levée. « Non, c'est vous qui attendez. Vous vous êtes moqué de moi. Vous m'avez sous-estimé. Et vous avez laissé votre conseil d'administration pourrir de l'intérieur pendant que vous comptiez vos bonus. Vous avez dirigé cette entreprise comme un club privé, pas comme une société. » J'ai fixé Garrett dans les yeux. « Et vous, à claquer des doigts comme si je vous appartenais ? Je ne vous confierai même pas la gestion d'un stand de limonade. » Garrett ouvrit la bouche pour parler, mais j'ai brandi le 3e document. Une enquête. Faute professionnelle interne. Plainte déposée auprès des ressources humaines. Toutes enterrées, jusqu'à maintenant. Un par un, j'ai déposé des copies de rapports confidentiels que j'avais passé des mois à rassembler discrètement, des documents que seule une personne ayant un accès de haut niveau aurait pu collecter. Ils avaient bâti leur petit empire sur le mensonge et l'intimidation. Et maintenant, l'empire avait une nouvelle reine. Je me suis glissé dans le fauteuil principal, j'ai croisé les jambes et j'ai siroté le café. « Maintenant, dis-je, pouvons-nous commencer ?» Silence. Un silence stupéfiant, absolu. Il s'accrochait à la salle du conseil comme un brouillard, épais et suffocant. Garrett n'avait toujours pas bougé. Le visage de Charles Brennan avait des tics, comme si son cerveau ne pouvait pas comprendre que quelqu'un de moitié moins âgé que lui, habillé sans aucune touche de créateur, venait de prendre le fauteuil même depuis lequel il avait régné pendant 17 ans. Puis cela commença. « Vous ne pouvez pas virer un président-directeur général comme ça, » balbutia Brennan. « Il y a une procédure. Il y a des contrats. Il y a des contrats, dis-je en passant à la 4e page de mon dossier, jusqu'à ce que vous ayez manqué à plusieurs responsabilités fiduciaires décrites dans la clause 3 de votre propre contrat de travail. Vous avez manipulé les bilans de résultats, approuvé des rétrocommissions massives de fournisseurs, et vous avez pris des libertés avec la législation du travail à un point tel qu'une de nos succursales à l'étranger est sous examen gouvernemental. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. J'ai tapoté le papier une fois. Signé par le service juridique, approuvé par le conseil d'administration, remis par moi. Garrett se leva si brusquement que sa chaise crissa sur le sol. « C'est une blague, une mise en scène. Vous vous attendez à ce que nous croyions que vous avez secrètement planifié un coup d'État en, quoi? En faisant semblant d'être une stagiaire? » Je l'ai regardée froide, maîtresse de moi. « Non, Garrett, dis-je. Je ne faisais pas semblant. J'étais une stagiaire, comme tous ceux qui débutent ici. La différence, c'est que j'avais le pouvoir de changer ce que je voyais. Et ce que j'ai vu, ce sont des hommes comme vous. » Je me suis tourné vers l'écran de projection et j'ai cliqué sur la télécommande. Diapositive 1, note de frais. Le nom de Garrett, encore et encore. Voyage somptueux, dîner personnel, une conférence à $12 000 qui s'est avérée être une station de ski avec un chef privé. Diapositive 2, plainte aux ressources humaines. Rapports anonymes, la plupart déposés par des employés subalternes des femmes de moins de 30 ans. Chacun signalé, résolu, en 24 heures. Chacun étouffé. Diapositive 3, fraude aux fournisseurs. La signature de Garrett approuvant des contrats où il attribuait des marchés à l'entreprise technologique en faillite de son camarade d'université, à 5 fois le prix du marché. Il est devenu pâle. Où avez-vous même, comment avez-vous? Vous vous croyez malin, l'interrompis-je, mais vous avez laissé une piste si évidente qu'elle aurait pu être balisée avec des flèches au néon. Tout ce que j'avais à faire, c'était de ne pas détourner le regard. Garrett fit un mouvement pour partir. J'ai cliqué sur la diapositive 4. Vidéosurveillance. Asseyez-vous, dis-je, à moins que vous ne vouliez que l'ascenseur s'arrête à l'étage du service juridique en sortant. Il se figea. Charles fixait toujours la table comme si elle l'avait trahi. Je me suis levé et je leur ai tout raconté. Comment j'avais commencé il y a 6 mois sous un faux nom, Emily James, avec rien d'autre qu'un ordinateur portable et une pile d'accords de non-divulgation. Comment mon père m'avait prévenu de ne pas intervenir. Contente-toi d'observer, avait-il dit. Mais je ne pouvais pas. Pas quand je voyais comment les stagiaires étaient intimidés pour rester tard sans être payés.
Pas quand je voyais des employés subalternes se faire refuser des promotions pendant que les cadres supérieurs se flattaient mutuellement l'ego. Pas quand j'entendais une jeune femme pleurer dans les toilettes après avoir été appelée « ma chérie » lors d'une réunion sur le budget. Vous avez bâti cette entreprise sur la peur, dis-je. Mais la peur ne fonctionne que lorsque les gens se sentent impuissants. Je suis ici pour reprendre ce pouvoir. Je me suis tourné vers les autres, les silencieux, ceux qui ne riaient jamais quand Garrett se moquait de moi, qui restaient muets parce qu'ils ne voulaient pas être les prochains. Vous n'avez pas besoin d'applaudir, dis-je. Vous avez besoin de parler. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, cette entreprise change. Fini la cruauté silencieuse. Fini l'arrogance incontrôlée. Une femme, Ava des opérations, hocha lentement la tête, les yeux brillants. Un autre homme, Joseph, le responsable des analyses, s'éclaircit la gorge. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant? J'ai souri. Maintenant. Je me suis dirigé vers le tableau blanc et j'ai écrit un mot, reconstruire. Puis j'ai montré la porte du doigt. Brennan, votre escorte vous attend dehors. Garrett, vous pouvez soit démissionner discrètement, soit faire face à une enquête formelle. Les preuves sont là. C'est votre choix. Aucun des deux ne bougea, mais tous deux comprirent. Je me suis rassise. Et cette fois, je n'ai pas seulement pris le siège principal. J'en étais la propriétaire. Au moment où la porte de la salle du conseil se referma derrière Charles Brennan et Garrett Langston, un autre type de silence s'installa. Pas de la peur cette fois ou du choc, de la prudence, et le sentiment naissant que quelque chose de sacré venait enfin de se briser, et qu'à sa place, quelque chose de réel pourrait grandir. Je suis resté assise un instant, laissant le poids de tout cela s'installer dans mes os. Mes doigts se sont recroquevillés sur la coudoir. Le cuir n'était plus chaud. Il était froid, comme s'il ne m'avait pas appartenu jusqu'à présent. Je n'attends pas votre confiance, dis-je enfin, en regardant les 12 cadres restants. Pas encore. Mais j'attends votre honnêteté. Alors, commençons par ceci, qui ici était au courant de ce que faisaient Brennan et Langston? Quelques-uns bougèrent sur leur siège. Certains baissèrent les yeux sur leurs notes comme s'ils venaient de se souvenir d'une liste de courses. Une seule main se leva. Ava, la silencieuse et craintive Ava. Responsable des opérations, 34 ans, mère célibataire de 2 garçons. Je connaissais tout son parcours parce que j'avais lu tous les dossiers du personnel de ce bâtiment avant la prise de contrôle, mais c'était la première fois que je la voyais. Je m'en doutais, dit-elle doucement, mais je n'avais pas de preuves. Et quand j'ai essayé d'en parler aux ressources humaines, la plainte a disparu. Qui l'a traitée? L'assistante de Garrett. Et les ressources humaines ont dit que c'était un malentendu. Ses yeux ne sillèrent pas, je les ai crus parce que je ne pouvais pas me permettre de ne pas le faire. J'ai hoché la tête. Vous avez des enfants. Je comprends. Et je comprenais. Vraiment. Ma mère m'avait élevé seule pendant 10 ans avant que mon père ne revienne dans ma vie. Elle avait 3 emplois et ne pouvait toujours pas se payer le ticket de bus certaines semaines. La peur n'était pas juste un concept pour elle, c'était le dîner. Alors, voici le marché, dis-je. Plus de plaintes qui disparaissent. Plus de peur. Si quelqu'un exerce des représailles contre quiconque s'exprime, il est dehors. Sans négociation. Un murmure de soulagement parcourut la pièce minuscule, fragile, mais réelle. Je me suis penché en avant. Nous avons 72 heures avant que cette histoire ne soit relayée par les médias. Je ne vais pas cacher ce qui s'est passé aujourd'hui. La transparence est le seul moyen de regagner la confiance du public. Joseph haussa un sourcil. Vous allez rendre cela public? Absolument. Cela ne va-t-il pas faire chuter notre action? Peut-être à court terme, dis-je, mais on ne reconstruit pas la confiance avec le silence. On le fait en brûlant la pourriture au grand jour. Et c'est à ce moment que mon téléphone vibra. Papa. Je suis sorti dans le couloir pour prendre l'appel. Tu as déjà rendu ça public? Sa voix était basse, sévère. Je vais le faire, dis-je. L'entreprise le mérite. Une pause. Alors tu es sûre d'être prête pour les retombées, et M? Je suis prête depuis 6 mois. Une autre pause. Puis, enfin, la chose que je n'avais pas réalisée que j'avais besoin d'entendre, je suis fier de toi. J'ai dégluti. Ma voix était plus basse maintenant. Je n'ai pas fait ça pour la fierté.
Je sais. C'est ce qui lui donne de l'importance. Il a raccroché. Quand je suis retourné dans la salle du conseil, Ava se tenait là, à m'attendre. Tous les autres étaient partis, nous laissant un moment seuls. Vous avez été courageuse là-dedans, dit-elle, ses yeux scrutant les miens. Mais être courageuse ne signifie pas toujours être en sécurité. J'ai hoché la tête. Je ne cherche pas la sécurité. Elle s'est approchée. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Une pause. Elle a jeté un regard autour d'elle et a baissé la voix. Gareth, il ne travaillait pas seul. Mon estomac se noie. Qui? Elle a hésité, puis a dit un nom, Talia, directrice de la stratégie. Discrète, raffinée. Elle n'a jamais élevé la voix ni ne s'est sali les mains. C'était la dernière personne que l'on soupçonnerait, ce qui, bien sûr, la rendait parfaite. J'ai cligné des yeux. Vous en êtes sûr? Elle a validé chaque contrat détourné que Gareth a fait passer. Elle a même restructuré les finances pour contourner les alertes d'audit. Gareth était peut-être la façade, mais elle était le cerveau. J'ai inspiré lentement, concentré, chaque partie de moi se tendant. Où est-elle maintenant? Dans son bureau. Comme si de rien n'était. Bien sûr qu'elle y était. Bien sûr. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas foncé. J'ai marché contrôlé, impassible. Chaque pas dans le couloir me donnait l'impression de traverser des couches de fumée. Quand j'ai ouvert sa porte, Talia était au téléphone. Elle m'a souri en me voyant, comme si tout allait bien. Je te rappelle, dit-elle doucement au téléphone. On dirait que notre petite stagiaire vient d'avoir une promotion. Elle a raccroché, puis, avec ce même sourire calme, elle a dit, alors, on parle de pouvoir, Émilie? Talia Gouin n'a pas bronché. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas non plus fait semblant de me respecter. Elle est simplement restée assise là, les jambes soigneusement croisées sous sa jupe de créateur, ses doigts manucurés tapotant lentement la coudoir calme, posée, comme une maîtresse d'échecs en pleine partie, regardant un pion devenir quelque chose de plus et sachant qu'elle avait déjà posé son piège 6 coups à l'avance. Alors, dit-elle, les yeux rivés sur les miens, vous n'êtes plus ici pour observer. Non, dis-je en fermant la porte derrière moi. Je suis ici pour faire le ménage. Elle pencha la tête. Et laissez-moi deviner, vous pensez que je fais partie du désordre. Je ne pense pas, Talia, dis-je en m'approchant. Je sais. J'ai laissé tomber un dossier sur son bureau, comme je l'avais fait dans la salle du conseil. Fraude aux fournisseurs. Restructuration interne pour éviter la surveillance. Piste numérique des manigances de Gareth qui mènent directement à votre approbation. Elle y jeta à peine un coup d'œil. Je suppose que c'est le moment où vous vous attendez à ce que je panique, dit-elle. Que je supplie, que je pleure. Que je vous offre des excuses édulcorées pour que vous puissiez vous sentir puissante. Vous n'avez pas besoin de pleurer, dis-je tranquillement, mais vous allez vous expliquer. Elle se pencha en avant, et l'air dans la pièce s'épaissit. J'ai bâti cette entreprise, Émilie, murmura-t-elle. Pas Charles, pas Gareth. Moi. Chaque acquisition, chaque fusion, chaque risque qui a payé, c'est moi qui les ai rendus possibles. Je nous ai maintenus pertinents. Je nous ai maintenus en vie. Et en faisant cela, rétorquai-je, vous avez enterré l'éthique. Vous avez permis la corruption. Vous avez détourné le regard quand Gareth harcelait les nouvelles recrues. Vous avez signé des contrats qui ont coûté leur retraite aux employés juste pour toucher vos bonus. Talia se leva. J'ai fait ce que je devais faire. Je me suis approché. Non, vous avez fait ce qui était facile. Vous étiez dans la position idéale pour faire la différence, mais vous avez choisi le silence. Et le silence vous rend coupable. Elle eut un sourire narquois. Vous êtes jeune. Vous pensez que la justice est propre, que les méchants s'annoncent et que les conséquences tombent comme sur des roulettes. Mais le vrai pouvoir est subtil. Il vous compromet à petite dose. Et le temps que vous réalisiez que vous êtes debout sur des cendres, il est trop tard. Sa voix se fit plus basse. Je n'ai pas détruit cette entreprise, Émilie. Je l'ai protégée de gens comme votre père. J'ai cligné des yeux. Pardon? Oh, vous ne saviez pas, dit-elle en se tournant vers la fenêtre. Demandez-lui pourquoi il a vraiment acheté cet endroit. Ce n'était pas pour le nettoyer. Il voulait le vider, le démanteler. Il veut les terrains,
Les actifs. Le reste? Des dommages collatéraux. Je la fixais. Vous mentez. J'aimerais bien. Le sol bascula sous mes pieds. Pas physiquement, mais émotionnellement. Mon père aurait-il vraiment pu planifier cela? Acheter l'entreprise pour la dépecer et m'envoyer sur place, sachant que je tomberais amoureuse de ce qu'elle pourrait devenir? Ma gorge se serra. Talia se retourna vers moi, plus douce maintenant. Je ne vous déteste pas, dit-elle. Je vous admire, d'une certaine manière. Mais vous êtes toujours une Monroe, et dans ce monde, cette lignée a une date d'expiration. Elle contourna le bureau et me tendit le dossier que j'avais apporté. Je vous suggère de regarder plus en profondeur de votre propre côté avant de commencer à brûler le mien. Et sur ce, elle passa devant moi et sortit de son propre bureau. Je suis restée là, seule confuse, en colère, et soudainement incertaine de qui était le vrai méchant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée au bureau, porte verrouillée, lumière tamisée. J'ai sorti tous les dossiers internes auxquels j'avais accès, titres de propriété, mémos d'investisseurs, plans de développement. Mes doigts tremblaient en traçant les noms et les dates. Et puis je l'ai vu. Dans 6 mois, le campus de Kesley serait vendu, divisé en parcelles, démoli et une vente planifiée, enfouie sous 10 couches de société écran, déguisée en plan de restructuration. Talia n'avait pas menti. Mon père n'avait jamais voulu réparer Kesley, il voulait l'effacer. Je fixais l'écran, le souffle court, et je réalisais quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas seulement une bataille entre moi et Garrett ou moi et Brennan. Ce n'était même pas moi contre Talia. C'était moi contre mon propre père. Le soleil n'était même pas levé lorsque je me suis retrouvé seul de nouveau dans la salle du conseil d'administration. Même fauteuil, même vue, monde différent. Je n'avais encore dit à personne ce que j'avais découvert, pas à Ava, pas à Joseph, et certainement pas à mon père. Je suis juste restée assise là, à regarder la pièce qui s'était autrefois moquée de moi, maintenant mienne, et je ne sentais rien d'autre qu'une pression dans ma poitrine lourde, suffocante, comme si la vérité était trop grande pour mes poumons. À 7h42 du matin, mon téléphone sonna. Papa. Je n'ai pas répondu. À 7h51, il a rappelé. Toujours pas de réponse. Mais à 8h03, il a franchi la porte de la salle du conseil. Sans prévenir, sans assistant. Juste Richard Monroe en personne, investisseur milliardaire, stratège redouté, et l'homme qui me racontait autrefois des histoires sur l'honnêteté avant de dormir, se tenant maintenant devant moi comme le méchant d'une histoire dont j'ignorais que j'étais l'héroïne. Il regarda autour de la pièce et sourit faiblement. « Tu l'as fait, dit-il. Tu les as fait tomber d'un seul coup. » Je suis impressionné. Je ne lui ai pas rendu son sourire. « Tu m'as menti. » Il soupira et se dirigea vers la fenêtre. « Je ne t'ai pas menti, dit-il. Je t'ai donné un travail à faire. Tu l'as fait. » J'ai ouvert le dossier sur la table, celui avec les contrats de démolition, les sociétés écrans et les transferts de propriété cachés. Je l'ai fait glisser vers lui. « Tu n'as jamais eu l'intention de réparer cet endroit. » Il se tourna lentement. « Non. Tu allais le vider. » « Oui. » Ma gorge me brûlait. « Pourquoi ?» Il s'approcha de moi, calme comme toujours. « Parce que cet endroit était un actif en décomposition. Brennan l'a ruiné. Le conseil était corrompu. L'infrastructure est obsolète. Le terrain vaut plus que l'entreprise. C'était un jeu de chiffres, Émilie. Non, dis-je, la voix basse. C'était un jeu humain. Ses yeux se durcirent. Je t'ai appris à ne pas être émotive en affaires. Tu m'as appris à réfléchir, dis-je. À observer. À protéger ce qui compte. Et qu'est-ce qui compte, Émilie? Des actionnaires surendettés, des employés trop timides pour s'exprimer, une marque qui a perdu 30% de sa valeur en 3 trimestres. Ce qui compte, dis-je en me levant, ce sont les gens avec qui j'ai travaillé et ceux que tu n'as pas pris la peine de connaître. Ava, qui venait tous les jours à 6h du matin juste pour rentrer à temps pour cuisiner pour ses fils. Joseph, qui a reconstruit le département d'analyse à partir de rien, sans aucun soutien. Des stagiaires qui ont tout donné juste pour avoir une chance d'obtenir un emploi. Tu vois des pertes. Je vois des vies. Il se pencha, la voix plus froide. Et tu te ruineras en essayant de les sauver. Je me suis approché. Alors je me ruinerai en faisant ce qui est juste.
Une pause. Puis il a ri. Doucement, amèrement. Tu parles exactement comme ta mère. Cela me fit serrer la mâchoire. Bien. Nous sommes restés en silence, le genre de silence qui brise les liens du sang. Finalement, il parla. Alors, et maintenant? J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé les relations publiques. Préparer un communiqué de presse. Avec effet immédiat, Kesley Dynamics ne sera ni vendu, ni démantelé, ni transféré. Il fronça les sourcils. Tu n'as pas cette autorité. J'ai croisé son regard. Je l'ai maintenant. J'ai sorti le dernier document, celui que j'avais signé la nuit dernière avec le vote d'urgence du Conseil, un changement de procuration. Mes actions, plus celles du personnel et des investisseurs de niveau intermédiaire qui croyaient en ce que je faisais, me donnaient le contrôle. Le contrôle total. Il a regardé la signature, puis moi, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux que je ne m'attendais jamais à voir, du respect. Tu viens de me déclarer la guerre, Émilie. Non, dis-je doucement. J'ai déclaré mon indépendance. À midi, la presse avait l'histoire. À 16 heures, j'avais des appels de 3 investisseurs concurrents me demandant si j'avais besoin de soutien. À 19 heures, Ava m'a apporté un café sans un mot, mais avec des larmes aux yeux, les bonnes larmes. Celles qui disent, enfin, quelqu'un s'est levé. Les gros titres disaient, la fille d'un investisseur prend le contrôle d'un empire brisé, le sauve de son propre père, Kesley Dynamics renaît sous une jeune présidente directrice générale, et, de stagiaire à magnate, Emily Monroe brise le système. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était le regard dans les yeux d'Ava, la façon dont les stagiaires souriaient sans crainte, la façon dont plus personne ne riait en réunion à moins que ce ne soit sincère. Cette nuit-là, en sortant du bâtiment et en entrant dans les lumières de la ville, j'ai réalisé quelque chose. Il m'avait dit un jour, les gens comme vous n'ont pas leur place dans les réunions de direction. Ils avaient raison. Parce que ma place n'est pas seulement là. C'est moi qui les dirige maintenant. Et je ne laisserai plus jamais personne dire le contraire à une autre femme.